Pourquoi le film de nos vies semble-t-il se dérouler dans une seule direction? Pourquoi le temps refuse-t-il de remonter? Un œuf se casse et cuit, mais il ne redevient jamais cru. Une tasse de café chaud finit toujours par refroidir. Ces choses semblent évidentes, mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vraiment vous demander pourquoi? La réponse ne se trouve pas sur une horloge ou un calendrier. Elle est écrite dans le code source fondamental de l'univers lui-même. C'est une loi invisible et incassable qui régit non seulement votre café du matin, mais la trame même de la réalité. C'est une règle cosmique qui dicte secrètement tout, du dernier souffle que vous prendrez à la mort lente et silencieuse de la toute dernière étoile du cosmos. Cette loi a un nom, et la comprendre changera votre façon de voir les choses. Son nom est l'entropie, la flèche du temps. Pour commencer cette histoire, nous devons confronter le mystère le plus profond et le plus personnel de tous, le temps lui-même. Nous le vivons comme une rivière, coulant constamment dans une seule direction, nous transportant d'un passé dont nous nous souvenons vers un futur que nous ne pouvons pas. Nos choix se répercutent vers l'avant, mais jamais vers l'arrière. Le physicien Arthur Eddington a donné à cette rue à sens unique un nom poétique, la flèche du temps. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Vraiment étranges. Quand nous regardons les lois les plus fondamentales de la physique, les équations de la gravité, de l'électromagnétisme, les forces qui maintiennent les atomes ensemble, la plupart d'entre elles ne se soucient pas de la direction du temps. Elles sont parfaitement symétriques dans le temps. Imaginez que vous enregistrez une vidéo d'une planète en orbite autour d'une étoile. Si vous lisez cette vidéo à l'envers, elle semble toujours complètement plausible. Elle obéit toujours à toutes les lois de la gravité. Si vous enregistrez 2 billes de billard qui entrent en collision et que vous le lisez à l'envers, cela ressemble juste à une autre collision. Au niveau microscopique, la mécanique de base de l'univers semble être une rue à double sens. Elle fonctionnerait tout aussi bien dans un monde où le temps s'écoulerait à l'envers. Et pourtant, notre monde n'est rien de tout cela. Le verre brisé ne se reconstitue jamais. Le lait renversé ne retourne jamais dans le carton. La fumée ne se rassemble jamais de l'air pour s'engouffrer dans un feu. Voir ces choses se produire à l'envers ne semble pas seulement improbable, cela semble impossible, comme une violation d'une règle sacrée. Nous avons donc un paradoxe. Les lois microscopiques régissant toutes les particules individuelles de l'univers n'ont pas de préférence pour la direction du temps. Mais le monde macroscopique dans lequel nous vivons crie que c'est un voyage à sens unique. Quel est le pont entre ces deux réalités? Quelle est cette pièce manquante qui brise la symétrie du temps et force la rivière à couler dans une seule direction? La réponse, et le héros de notre histoire, est l'entropie. C'est l'auteur secret de la flèche du temps. Pour comprendre pourquoi le temps avance, nous devons d'abord comprendre cette tendance universelle vers quelque chose qui ressemble beaucoup au chaos. Et pour ce faire, nous devons nous éloigner un instant de la physique pour entrer dans le monde de la probabilité pure et froide. Quand vous entendez le mot « entropie », vous pensez probablement à une idée simple, le désordre. Une pièce en désordre a une entropie élevée, une pièce propre a une faible entropie. C'est un bon point de départ, mais c'est aussi l'une des plus grandes idées fausses concernant ce concept profond. L'entropie n'est pas vraiment une question de désordre, c'est une question bien plus fondamentale, la probabilité. Pour vraiment comprendre cela, nous devons rencontrer l'homme qui nous a donné notre compréhension moderne de l'entropie, le brillant physicien du XIXe siècle, Ludwig Boltzmann. La grande idée de Boltzmann était que l'entropie est une mesure du nombre de façons dont vous pouvez organiser les parties microscopiques d'un système
ces micro-états, de sorte que la version globale du système, son macro-état, semble la même. Cela semble compliqué, alors simplifions. Utilisons l'analogie parfaite. Un jeu de cartes. Imaginez un jeu de cartes neuf, parfaitement ordonné de l'as au roi. C'est votre macro-état. Un jeu parfaitement ordonné. Maintenant, combien de façons pouvez-vous arranger les cartes pour obtenir cet ordre parfait? Une seule. Parce qu'il n'y a qu'un seul arrangement microscopique pour ce macro-état, nous disons qu'il a une entropie extrêmement faible. C'est un état très spécifique, très improbable. Maintenant, mélangez le jeu. Ce que vous avez maintenant est un macro-état de jeu mélangé. Mais voici la question cruciale. Combien d'arrangements microscopiques différents de ces 52 cartes appellerions-nous encore mélangés? La réponse est stupéfiante. C'est presque tous les arrangements possibles. Le nombre de façons d'arranger 52 cartes est de 52 factoriel. C'est un 8 suivi de 67 zéros. C'est un nombre si énorme que si vous comptiez un arrangement par seconde, vous seriez encore en train de compter longtemps après que les dernières étoiles de l'univers se soient éteintes. Sur tous ces milliards et milliards de possibilités, une seule est l'état parfaitement ordonné. Tout le reste est ce que nous appellerions mélangé. C'est le secret de l'entropie. Un système ne veut pas être désordonné. Il n'a pas de préférence. Il a simplement, par mouvement aléatoire, tendance à se retrouver dans l'état qui a le plus d'arrangements possible. Ce n'est pas une force, ce ne sont que des statistiques. Le jeu de cartes mélangées ne recherche pas le chaos. Il tombe juste sur l'une des façons presque infinies d'être mélangé parce qu'il y en a tellement plus que la seule façon d'être ordonné. Maintenant, échangeons les cartes contre des particules. Imaginez une boîte avec une cloison au milieu. D'un côté, nous mettons 1 million de particules de gaz. C'est un état relativement ordonné, à faible entropie. Maintenant, nous retirons la cloison. Les particules de gaz, toutes en mouvement aléatoire, se répandront rapidement pour remplir toute la boîte. Pourquoi? Non pas à cause d'une force de désordre, mais parce que le nombre de positions et de vitesses possibles pour les particules lorsqu'elles sont dispersées dans toute la boîte est astronomiquement plus grand que le nombre de positions qu'elles peuvent avoir lorsqu'elles sont toutes entassées dans une seule moitié. Le système passe d'un état moins probable à un état plus probable. Il passe d'un état avec peu d'arrangements possibles à un état avec d'innombrables arrangements. Il passe d'une faible entropie à une entropie élevée. Toutes ces particules de gaz pourraient-elles, par pur hasard, décider soudainement de retourner dans le côté gauche de la boîte? Théoriquement, oui. De la même manière que si vous mélangiez un jeu de cartes pendant des milliards d'années, il pourrait, juste une fois, retrouver un ordre parfait. Mais les chances sont si infimes que vous devriez attendre plus longtemps que l'âge de l'univers. C'est là la clé. L'univers, dans sa danse constante et aléatoire de particules et d'énergie, se mélange toujours, et il se dirige toujours vers l'état le plus probable. C'est le fondement inébranlable de la deuxième loi de la thermodynamique. De toutes les lois de la physique, la deuxième loi de la thermodynamique occupe une place particulière, presque vénérée. Elle stipule, simplement, que l'entropie totale d'un système isolé ne peut jamais diminuer avec le temps. Pour tout processus naturel, l'entropie totale de l'univers augmentera toujours ou, au mieux, restera la même. C'est une loi née des mathématiques froides et dures, de la probabilité que nous venons d'explorer. Un système isolé est un système qui n'échange ni énergie ni matière avec son environnement. Pour autant que nous le sachions, le seul système véritablement isolé est l'univers lui-même. Donc, une façon plus percutante de le dire est la suivante.
l'entropie de l'univers entier est toujours en augmentation. Ce n'est pas une suggestion, c'est une certitude statistique à l'échelle cosmique. Cette loi explique pourquoi les machines à mouvement perpétuel sont impossibles. C'est pourquoi une partie de l'énergie est toujours perdue sous forme de chaleur résiduelle dans tout processus. C'est pourquoi votre café chaud refroidit. La chaleur concentrée dans votre tasse, un état d'entropie plus faible, se répand naturellement dans l'air plus frais, cherchant un état d'entropie plus probable, uniformément réparti et élevé. La chaleur ne circule pas de l'air froid vers votre café chaud, parce que ce serait un passage d'un état de haute probabilité à un état de basse probabilité, un mouvement statistiquement interdit à notre échelle. Et maintenant, nous pouvons enfin relier tout cela à la flèche du temps. La raison pour laquelle le temps a une direction est qu'il est fermement orienté dans le sens de l'augmentation de l'entropie. Le passé est, par définition, l'état d'entropie plus faible. Le futur est l'état d'entropie plus élevé. Vous vous souvenez du passé parce que c'était un état plus ordonné, moins probable. Le futur est inconnu parce que c'est une mer chaotique d'états de haute probabilité. Imaginez que vous trouviez un château de sable sur la plage. Vous savez qu'il a été construit dans le passé. Lorsque vous regardez le vent et les vagues l'éroder en une parcelle de sable lisse, vous regardez l'avenir se dérouler. L'univers passe constamment du château de sable à la plage lisse, du jeu de cartes ordonné au jeu mélangé, du gaz dans un coin au gaz réparti uniformément. La flèche du temps est une flèche statistique. L'histoire de l'univers est l'histoire de son inévitable délitement. Un voyage à sens unique, d'un ordre incroyable à un chaos complet. Mais ce n'est pas un défaut, c'est le moteur qui rend l'univers intéressant. Sans ce flux de basse à haute entropie, rien ne se passerait jamais. Il n'y aurait aucun changement, aucun processus, aucun flux du temps. Mais cela soulève une question colossale. Si l'entropie augmente toujours, si l'univers passe toujours de l'ordre au chaos, alors cela implique quelque chose d'absolument étonnant à propos de son commencement. Pour que toute cette histoire cosmique commence, l'univers a dû commencer dans un état d'ordre le plus profond, le plus improbable, le plus parfait, imaginable. La deuxième loi nous accule dans un coin, mais c'est un coin qui révèle l'un des plus grands mystères de la science. Si l'entropie de l'univers augmente toujours, alors remonter le temps signifie que l'entropie doit diminuer. Remontez jusqu'au Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, et vous devez arriver à un état d'entropie incroyablement faible. C'est le paradoxe ultime. Nous considérons le Big Bang comme une explosion chaotique, mais d'un point de vue thermodynamique, c'était le contraire. Un état d'ordre quasi parfait. Mais que signifie ordre ici? Il ne s'agit pas d'objets bien rangés. La clé, encore une fois, est la gravité. Dans un système régi par la gravité, l'uniformité est en fait un état de faible entropie. Un nuage de gaz lisse et uniformément réparti a une entropie gravitationnelle incroyablement faible. Pourquoi? Parce que la gravité veut rapprocher les choses. Avec le temps, ce gaz lisse va inévitablement commencer à s'agglomérer. De minuscules différences de densité vont s'accentuer, attirant de plus en plus de matière, formant des poches denses qui s'allument en étoiles, qui se regroupent ensuite en galaxies et en superamas. L'univers grumeleux et structuré que nous voyons aujourd'hui est en fait un état d'entropie beaucoup plus élevé que la soupe lisse et uniforme qui existait juste après le Big Bang. L'état le plus probable, à la plus haute entropie, pour un univers avec gravité, est que toute la matière s'effondre en trous noirs. Donc, le fait que notre univers ait commencé comme un plasma chaud, dense et incroyablement lisse, est le miracle qui a mis la flèche du temps en mouvement. C'était l'univers dans son état d'usine,
comme un jeu de cartes parfaitement ordonné. La raison pour laquelle l'univers a commencé dans cette condition incroyablement spéciale de faible entropie est peut-être la plus grande question sans réponse en cosmologie. L'une de nos principales théories, connue sous le nom d'inflation cosmique, suggère qu'une période d'expansion hyper rapide, dans la première fraction de seconde, aurait pu tout aplanir, réinitialisant efficacement l'univers à cet état immaculé. Elle propose que ce processus a étiré l'univers, créant le point de départ spécifique, à faible entropie, de notre expansion cosmique. Quelle qu'en soit la raison, cet état initial de faible entropie est la source ultime de tout l'ordre et de toute la structure que nous observons. C'est l'horloge remontée qui se déroule lentement depuis 13,8 milliards d'années. Chaque étoile qui brille, chaque planète qui se forme, chaque réaction chimique qui se produit n'est qu'une petite étape dans le déroulement de cette horloge primordiale. Le flux d'énergie du soleil chaud vers la terre froide, qui alimente la vie elle-même, n'est possible que parce que l'univers a commencé dans un état loin de l'équilibre. Ce déséquilibre cosmique est ce qui permet à quoi que ce soit d'arriver. Si votre cerveau bourdonne d'idées cosmiques et que vous voulez plus de vidéos de ce genre, veuillez vous abonner et hype la vidéo. Ainsi, l'univers est en route pour un état plus probable, statistiquement plus favorable. La seconde loi est une règle de fer d'entropie croissante. Mais en regardant autour de vous, vous pourriez y voir une objection. En fait, vous êtes une objection. Vous, un être humain, êtes un système d'une complexité et d'un ordre époustouflant. Des milliards de cellules travaillent en parfaite harmonie. Votre ADN est un code d'une organisation fantastique. Une ville, avec ses réseaux complexes, est un bastion de faible entropie. Un arbre, construisant sa structure complexe à partir de molécules simples, est une merveille d'organisation. La vie elle-même ne semble-t-elle pas être une violation flagrante de la seconde loi? Comment ces poches d'ordre incroyables peuvent-elles exister dans un univers qui marche implacablement vers le désordre? C'était autrefois une énigme profonde, mais la réponse réside dans un détail crucial. La seconde loi s'applique aux systèmes isolés. Et la vie est tout, sauf isolée. Les êtres vivants sont des systèmes ouverts. Nous échangeons constamment de l'énergie et de la matière avec notre environnement pour survivre. Voyez les choses ainsi. Vous maintenez votre corps hautement ordonné et à faible entropie en créant une quantité massive d'entropie autour de vous. Vous consommez des aliments ordonnés et riches en énergie. Grâce au métabolisme, vous les décomposez, utilisant l'énergie pour alimenter vos cellules, réparer les tissus et penser. Mais ce faisant, vous libérez une énorme quantité de déchets désordonnés et à haute entropie. Vous rayonnez de la chaleur, expirez un gaz chaud et chaotique, et excrétez des déchets. L'augmentation de l'entropie à l'extérieur de votre corps est bien plus grande que l'ordre temporaire que vous maintenez à l'intérieur. Un réfrigérateur est une analogie parfaite. Il crée un état de faible entropie à l'intérieur, il garde les choses au frais. Mais pour ce faire, son moteur à l'arrière travaille dur, consommant de l'électricité et pompant une quantité massive de chaleur résiduelle dans la cuisine. Si vous mettiez ce réfrigérateur dans une pièce scellée, la pièce dans son ensemble deviendrait plus chaude. L'entropie totale de la pièce augmenterait, même si le petit espace à l'intérieur du réfrigérateur devenait plus ordonné. La vie est comme ce réfrigérateur. Nous sommes des tourbillons temporaires d'ordre dans une rivière qui coule vers le chaos. Nous construisons ces motifs temporaires en absorbant de l'énergie à faible entropie, comme la lumière du soleil, et en rejetant des déchets à haute entropie, comme la chaleur. La vie ne viole pas la seconde loi. C'est une conséquence magnifique et complexe de celle-ci.
Le flux d'énergie d'un état de faible entropie à un état de haute entropie est ce qui nous alimente. Le Soleil rayonne une énergie concentrée à faible entropie et la vie sur Terre a évolué pour exploiter ce flux, construisant des structures temporaires d'ordre avant que cette énergie ne se dissipe finalement dans le vide froid et de haute entropie. Donc, la vie n'est pas une rébellion contre l'entropie. C'est une danse éphémère et magnifique, chorégraphiée par elle. Nous sommes la manière astucieuse de l'univers d'accélérer le processus de création d'entropie. Nous sommes des machines complexes pour transformer l'ordre en chaos. Et la loi cosmique qui permet notre existence est la même loi qui dicte notre fin inévitable. Si la flèche du temps est définie par une entropie croissante et que l'univers est un système isolé, nous pouvons suivre cette flèche jusqu'à sa conclusion logique ultime. Que se passe-t-il lorsque l'entropie ne peut plus augmenter? Que se passe-t-il lorsque la grande horloge cosmique se dérègle complètement? Ce destin est connu sous le nom de mort thermique de l'univers. Et malgré son nom, ce n'est pas une fin de feu, mais de froid, de calme et de silence. C'est le triomphe final de la deuxième loi. L'histoire se déroule sur des échelles de temps qui défient l'imagination. D'abord, sur des billions d'années, la formation des étoiles s'arrêtera. Les nuages de gaz qui alimentent les nouvelles étoiles seront épuisés. L'univers, autrefois brillant, s'estompera lentement. Une par une, les étoiles mourront, s'estompant en naines blanches froides, en étoiles à neutrons et en trous noirs. L'univers entrera dans une ère dégénérée, sombre et fantomatique. Mais ce n'est pas la fin. Sur des échelles de temps encore plus inimaginables, peut-être 10 puissance 40 ans ou plus, même la matière elle-même pourrait se dissoudre. Certaines théories, au-delà du modèle standard de la physique, connu sous le nom de théorie de grande unification, prédisent que les protons eux-mêmes sont instables et sur des éons, ils se désintégreront en un faible bain d'énergie et de particules. Il ne restera que des trous noirs. Mais même eux ne sont pas éternels. Par un processus prédit par Stephen Hawking, connu sous le nom de rayonnement de Hawking, les trous noirs s'évaporent lentement, libérant leur énergie dans l'univers sous la forme d'une faible lueur thermique. Les plus petits trous noirs disparaîtront en premier. Les géants supermassifs au cœur des galaxies mortes seront les tout derniers à partir. Et puis, après un temps si long que l'appeler une ère semble dénué de sens, peut-être un Google, c'est-à-dire 10 puissance 100 ans, le dernier trou noir rayonnera finalement sa dernière particule. Ce qui reste est l'état d'entropie maximale. La mort thermique. L'univers sera une vaste soupe sombre et absolument uniforme de particules et de photons de basse énergie, étendue à une taille incompréhensible. La température sera presque le zéro absolu partout. Sans différence de température, aucune énergie ne peut circuler. Rien ne peut se produire. Dans cet état final, toute structure a disparu. Toute information est effacée. Toute possibilité de changement est éteinte. Il n'y a pas de mémoire du passé et pas de potentiel pour un futur. Dans un univers en parfait équilibre, la flèche du temps elle-même cesse d'avoir un sens. Le temps, tel que nous le comprenons, comme une mesure du changement, sera terminé. L'univers aura atteint son état final, le plus probable, une éternité de ténèbres froides, silencieuses et immuables. Cette histoire d'entropie, du Big Bang à la mort thermique finale, peut sembler être une tragédie cosmique sombre, une histoire de déclin inévitable, où tout ce que nous sommes et tout ce que nous construisons est destiné à être effacé par la marée implacable de la probabilité. Elle dépeint un univers dont le but ultime est simplement de s'arrêter. Mais peut-être que c'est la mauvaise façon de voir les choses.
Peut-être que l'entropie n'est pas le méchant de notre histoire. Peut-être est-elle la muse. Le deuxième principe de la thermodynamique n'est pas seulement une condamnation à mort pour l'univers, c'est la raison même pour laquelle tout se passe. Le flux de la faible entropie vers la haute entropie est ce qui motive tout. Il alimente le soleil, déplace le vent et les vagues et anime la danse chimique de la vie. Sans cela, l'univers serait statique et figé. Le changement, le devenir, l'action, tout cela n'est que l'entropie en action. La flèche du temps que l'entropie grave est ce qui donne un sens à nos vies. Le fait que le temps soit irréversible signifie que nos choix comptent. Les moments que nous vivons sont précieux, car ils sont uniques. Nous ne pouvons pas rembobiner la bande. Cette marche en avant donne à notre existence une valeur qu'elle n'aurait jamais dans un monde symétrique dans le temps. L'entropie est peut-être le voleur silencieux de l'univers, dérobant l'ordre et le temps. Mais dans cette grande danse cosmique, nous trouvons la valeur profonde de chaque instant. Nous sommes une étincelle éphémère d'ordre dans un cosmos en désordre constant. Et savoir que la longue nuit approche est précisément ce qui rend la lumière d'aujourd'hui si brillante. Si cette grande histoire de l'univers a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour plus de voyages dans le cosmos. Je veux vous laisser avec une question. Est-ce que le fait de connaître le destin ultime et silencieux de l'univers change votre façon de voir votre propre vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.